Alors, Marie-Chantal Chassé, permettez-moi de me mettre sur la bonne page pour bien faire l'entrevue comme il faut, sans faire d'erreur. Alors, vous êtes ingénieur en matériaux, vous avez travaillé chez Alcan. À l'âge de 30 ans, vous lancez votre première entreprise indépendante, et une entreprise spécialisée en impartition et assistance technique et gestion intégrée de ressources en aéronautique. En 2013, vous avez démarré le projet PARC, qui partage automatisé des ressources entre les communautés pour la communauté aéronautique au Québec. Pas seulement pour la communauté. Pas seulement. Non, pas seulement pour la communauté aéronautique, Denis. D'accord. Oui. Et vous siégez également actuellement au conseil d'administration du CRIM, Centre de recherche informatique de Montréal. Oui. Alors, bienvenue, merci d'être avec nous. Merci de me recevoir. Comment osez-vous vous présenter comme ça devant une telle salle? Ça, c'est une farce entre nous, parce que Oui. Doria Ramani, l'organisatrice, a eu beaucoup de misère à convaincre Mme Chassé d'être avec nous. Pas tant de difficulté à me convaincre. Ce qu'elle m'a plutôt expliqué, c'est qu'elle a eu de la difficulté à trouver des femmes comme conférencières pour la journée. Alors, je sais qu'aujourd'hui, on va parler d'innovation, on va parler de l'entrepreneuriat avec vous. Puis souvent, les gens vont se dire, se partir en entreprise, ça demande beaucoup d'audace. Pour moi, c'est beaucoup plus par intérêt pour les projets. Parce que quand je vois des opportunités, je m'en sens une responsabilité, j'entre et je prends. Et je vous dirais, Denis, que de venir ici avec vous en avant, ça me demande beaucoup plus d'audace que de partir une entreprise. Vous êtes quand même, je crois, très équipé en audace parce que à l'âge de 30 ans, vous avez osé quitter un excellent emploi chez Alcan pour vous lancer en affaires. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça d'abord? On va faire un petit bond en arrière. Effectivement, je travaille pour une magnifique entreprise à ce moment-là, à Alcan, qui est, avec toutes les histoires, on est rendu Rio Tinto. Bon. D'ailleurs, à 28 ans, suite à mon premier congé de maternité, le président de l'organisation pour laquelle j'œuvrais m'offre le poste de directrice générale à 28 ans d'une usine métallurgique de à peu près 200 employés. À 28 ans, j'ai peur et je me dis, ça ne sera pas possible, j'y arriverai pas. J'ai un bébé et mon patron n'acceptera pas que je concilie bien ma vie de famille avec ma vie professionnelle. Alors, je refuse. Mais la vie, elle est brillante et quand elle décide de nous faire faire quelque chose, elle le fait et elle s'acharne. Donc, je continue à travailler pour Alcan. L'année suivante, donc mon premier bébé, c'est en 1994, c'est à peu près l'année que je refuse ce poste de directrice générale à 28 ans. Des petits regrets, je peux vous le dire, là, mais enfin. En 1995, mon mari, à ce moment-là, lui a le désir de partir une entreprise. Alors, en tant que femme solidaire et soutenante de son mari, comme j'ai étudié à Polytechnique et que je me suis spécialisée en innovation technologique et entrepreneuriat, alors c'était déjà là, je lui ai dit, mais moi, je sais ça, faire un plan d'affaires, je vais te le faire. Alors, en 1995, j'écris son plan d'affaires. Il démarre son entreprise en 1996. Et en 1997, j'accouche de notre deuxième fille et son entreprise peine à lever. Je lui propose, pendant mon congé de maternité, de l'aider. Et je me fais attraper. J'adore ça. Et l'entreprise se met à progresser rapidement. Alors, pendant le congé de maternité, moi, je partais, je vous fais image. J'ai eu à inventer ma conciliation travail-famille à ma façon, et c'était très bien. Donc, j'ai eu à sauter. Je me promenais avec maman ou belle-maman, bébé sur le bras, je vous fais l'image, à travers les États-Unis, à rencontrer les clients, les entreprises en aéronautique, à travers le Canada aussi. J'organisais, je vous dis ça a l'air spécial, là, mais j'organisais les rencontres de clients entre les allaitements. Et ça allait très bien, ça allait vraiment très bien.
Et Alors, cette entreprise, cette première entreprise, c'était déjà dans l'impartition des ressources entre les pôles? Oui, exactement. Donc, ce qu'on proposait, c'est un peu ce que CGI faisait à l'époque et qu'ils font encore, c'est de l'impartition de ressources spécialisées en aéronautique pour notre clientèle. Donc, on offrait de l'assistance technique, l'impartition. Là, je vois les gens qui nodent là, en voulant dire on comprend, on sait c'est quoi l'impartition de ressources. Et l'objectif dans le plan d'affaires, c'était on fait l'impartition de ressources, ça demande peu d'investissement avec l'objectif au plan 5 ans, puis je vous dis ça parce qu'on va y revenir un peu plus tard, d'avoir nos propres hangars pour faire les travaux chez nous, pour offrir à nos clients de faire les travaux de maintenance, de réfection d'avion directement chez nous. Mais les 5 premières années, on les faisait chez nos clients. On déployait nos ressources chez nos clients. Et ça allait bien, ça grandissait d'année en année? Première année, quand je vous dis, là, elle était famélique, avant que j'arrive. 30 000, des croissances là, à chaque année là, de 300 100 000 deuxième année, 300 000, 1 million, 3 millions, sixième année, 10 millions. Là arrive une crise dans l'aviation qui s'appelle le 11 septembre 2001, en même temps que vous voulez lancer votre entreprise actuelle, JMG Aéronautique. Non. Non? Ça, c'est pas ça. Exactement. Non. Non, parce que je me suis fait avoir encore par la vie. Parce que c'est mon mari qui est président de l'organisation, et puis moi, je suis vice-présidente directrice générale, puis je le supporte. Et là, nous, on fait un petit bond en arrière, j'en ai parlé tantôt. Le plan 5 ans, c'était d'avoir nos propres hangars. L'entreprise était née le 1er mai 1996. La magie des plans d'affaires, j'ai une leçon ici à vous dire, là, si vous avez le goût de démarrer des projets ou quoi que ce soit. Les plans d'affaires, ça a l'air d'être un peu rébarbatif, là, mais il y a une magie dans les écrits. OK? Il y a une magie dans les écrits. Faites votre plan d'affaires, faites-le simplement, rêvez-le, écrivez-le, déléguez pas votre plan d'affaires à quelqu'un d'autre. Ça vient de vous. Et dans le plan d'affaires, à l'année 5, on avait nos propres hangars. Magie, 1er mai 2001, on acquiert nos premiers hangars, 15 000 pieds carrés. Alors, l'entreprise a suivi le plan d'affaires. Magie. Fantastique. 6 septembre 2001, deuxième hangar, 26 000 pieds carrés. 11 septembre 2001. On sait qu'est-ce qui est arrivé. Pourtant, l'industrie de l'aviation continuait, malgré. Absolument. Mais nous, ça allait bien d'ailleurs, je dois vous rassurer. On continuait à croître. On avait toujours nos activités d'impartition et ça croissait, ça allait bien. Je vous dis, cette année-là, d'ailleurs, c'était 10 millions de chiffre d'affaires. Et comme on était cantonné dans l'aviation privée, avec toute l'insécurité qu'il y avait sur les marchés, l'aviation privée, 2001, 2002, ça allait bien. Les gens voulaient plus voyager dans des avions privés que dans des avions commerciaux. Sauf qu'en 2002, il y avait un mot d'ordre dans les banques. Toutes les activités aéronautiques dans lesquelles on est, si on peut s'en sortir, on s'en sort, that's it. Fait que c'était rien de personnel, c'était ça. Et ce qui s'est simplement passé, c'est que la deuxième portion du prêt que nous devions recevoir, on l'a pas reçu. Fait qu'évidemment, quand tu finances, bien, tu te mets à peu près là. Bien là, ça fait ça. Alors, l'entreprise suivait le plan d'affaires, mais c'est la banque qui vous a laissé tomber. Oui. Oui. Mais vous vous êtes redressé quand même. Hein? C'est vrai. Comment vous avez fait à partir du mot faillite? Oh my God. Ah oui, j'étais supposée de changer les slides. Attends une minute. j'essaye quelque chose. Oui, essayons. Ah oui. Ah, et voilà. The F-word. Faillite au Québec. Exactement. Merci. Ça se peut que là, elle reste jusqu'à la fin, elle, puis que j'oublie de vous montrer les autres. OK. Peut-être. Alors, ça, c'est un mot au Québec. Il faut avoir honte. Il y a une honte. Et pourtant, dans cette période-là, ça a été, Denis, une période hyper stimulante. Si on met l'ego de côté, si on met l'insécurité de côté, les comptes de banque qui sont vides et tout, là, l'apprentissage que tu fais dans ces périodes difficiles-là, c'est incroyable. C'est fou comment tu te dépasses. C'est incroyable comment tu te découvres.
Et il y a une chose importante que tu découvres dans cette période-là parce que tu fais faillite, alors tu te lestes. Tu lestes des choses. Hein? Tu vides des choses. Et tu te rends compte qu'il y a des choses qui étaient nécessaires pour ton bien-être ou pour réussir, des choses que tu t'es dit, je dois, que tu dois les laisser tomber. C'est très libérateur. Et il y a une chose que ça met en lumière, les valeurs. Qu'est-ce qui est le minimum requis, nécessaire dans ma vie? Là, ça, je vous le dis, ces périodes-là, ça le fait apparaître. Et pour moi, ce que j'ai découvert, c'était que ma valeur première, c'était ma famille et que ça, c'était non négociable. Alors, un petit aparté là, pour faire image, dans la période de faillite, c'est tough. Je vous appellerai pas, je vous donnerai pas le nom des départements, des banques que j'ai donnés à ce moment-là, mais c'est la guerre de rue, là. Tu sais, mais c'est aussi une expérience où on apprend. Alors, qu'est-ce que vous avez appris pendant cette période qui vous a permis de vous relancer dans une autre entreprise et de continuer à avoir beaucoup de succès? Qu'est-ce que vous avez appris dans cette période? Bien, la valeur de famille. Ce que ça fait, là, entre autres, quand je dis, je fais image de le samedi matin, d'être dans cette période-là, tu as les 3 enfants après les jambes, tu prends un moment de répit dans ta semaine, tu as un huissier qui arrive à la maison. Moi, je me suis dit, ça n'arrivera plus jamais. Qu'on me menace de perdre ma maison, ça n'arrivera plus jamais. Ça, c'est des choses, pour moi, les banques, les gens que je choisis en affaires n'ont pas de pouvoir sur ma famille, je ne leur donne pas. Évidemment, ça a ralenti un peu ma progression pour la suite, parce que je ne mettais plus ma maison en levier ou des garanties personnelles en levier. Ça, pour moi, ça a été une leçon importante. C'est un choix personnel. Ce n'est pas le choix de tous, mais ça a été mon choix personnel de ne plus donner un droit de regard sur ce que je faisais avec ma famille. Là, ce qui se passe, c'est qu'on est dans la faillite. Les comptes de banque sont vides parce que j'étais avec mon conjoint. Et donc, il n'y a plus aucun revenu. On n'a pas le droit à l'assurance chômage. Il n'y a plus rien, là. Et moi, je dis à mon conjoint, je vais t'accompagner pour redémarrer l'entreprise puisque les activités d'impartition fonctionnent. Alors, je réécris son petit plan d'affaires, je négocie avec les banques, je re-signe avec les clients, tout ça en transparence avec les banques, je trouve un loyer, j'organise le déménagement et finalement, il m'annonce que lui, ça ne tente pas. OK. Puis j'ai vécu un moment de grâce. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je courais. C'était une période où est-ce que je faisais du jogging et j'ai eu une vision de Lise Wattier, de Julie Snyder, qui sont des femmes d'affaires qui se sont osées dans la vie, qui ont osé s'exposer. Et il y a des ailes qui me sont poussées. Et j'ai dit à mon conjoint, bien moi, je vais partir. Alors, tout ce que j'avais fait pour lui, je me le suis réapproprié et j'ai démarré l'entreprise. Et à ce moment-là, auparavant, l'entreprise s'appelait Gita. Et là, l'entreprise s'appelle JMJ Aéronautique. Et JMJ, c'est les initiales de mes filles, Jade, Marine, Jésabelle. Je mettais mon cœur dans le nom de l'entreprise. Et convaincre les banques à ce moment-là? Ah, non. Ben non. C'est-à-dire que j'ai joué de transparence avec elles, que je re-signais les contrats. Ça m'a permis d'honorer toutes mes dettes. Ça m'a permis de les aider à aller récupérer les comptes à recevoir. Il n'y a pas un client qui ne m'a pas payé. Pas un client qui ne m'a pas payé. Vos clients ne vous ont jamais lâché malgré le fait de la faillite? Absolument. Vous avez tout à fait raison. Ça a toujours fonctionné, malgré tout. Ah, oui. Bravo. Les activités d'hangar ont été mises de côté. Je suis revenue au core de la business, qui est l'impartition de ressources. Oui, exactement. Alors, on a redémarré. Comment j'ai financé l'organisation à ce moment-là, puisque je ne mettais pas en garantie mes choses personnelles, c'était clair, ça a été via la facturage. Fait que c'est ce que tu fais. Imagine, le mercredi, je vais vendre mes factures à la facturage, le cash rentre dans le compte à minuit, la paye des employés rentre le lendemain. Et je fais ça à toutes les semaines jusqu'à ce que je génère assez de liquidité pour ne plus avoir à faire ça. Ouais. Vendre les facturages à l'escompte? Oui, absolument. Ouais. Pour générer, lentement pas vite, des liquidités pour être capable de soutenir les activités de l'organisation. Ouais. Et pendant ce temps-là aussi, vous avez continué à faire fonctionner l'entreprise tout en innovant et développant d'autres choses, dont ce qu'on appelle parc. Est-ce qu'on peut changer On va aller au parc. Merci, Denis. Après De toute façon, comme tu as dit tantôt, on ne comprend rien à slide. Là, fait que... C'est ça. Un slide, c'est pour l'illustrer, mais qu'est-ce que c'est exactement? Expliquez-nous parc. Qu'est-ce que ça signifie et comment ça marche?
Avant de devenir ingénieur, mon papa est ingénieur, je suis devenue ingénieure parce que j'étais bonne en sciences et tout. Moi, je voulais devenir écrivaine, réalisatrice. Et donc, me retrouvant dans un milieu tel le génie en aéronautique, c'est assez conservateur d'une certaine façon, mais c'est aussi très innovateur. Et ma façon de canaliser ma créativité, c'est de trouver comment on peut améliorer les choses. En 98, j'observe, on se rappelle, notre entreprise offre l'impartition de ressources. Donc, les entreprises ont des besoins de travailleurs, de ressources spécialisées. On amène des travailleurs, ils n'en ont plus besoin, ils les laissent aller, on les amène ailleurs. Et là, moi, j'observe ce mouvement des ressources entre les organisations, mais je réalise qu'il y a beaucoup de dislocations, il y a peu de prévisibilité. Je suis un peu ébahie, en 98, qu'on fasse voler des avions, puis qu'on n'arrive pas à gérer les ressources entre les organisations avec plus de fluidité. Et ce qui m'attriste en plus de ça, c'est que quand tu flushes les travailleurs, bien, il y a un désarroi qui est vécu par le travailleur. C'est pas génial. Non. Puis quand le travailleur quitte l'organisation, il y a un désarroi qui est vécu dans l'organisation parce qu'elle a perdu quelqu'un de clé en qui elle a investi temps et argent pour augmenter les connaissances de l'organisation. Je commence à parler à mes clients, mais il n'y aurait pas moyen de faire des planifications coordonnées pour gérer les travailleurs avec plus de fluidité entre les organisations. Je parle martien. C'est pas possible. On fait voler des avions, mais ça, c'est... Simplement l'idée de mettre les travailleurs là où les besoins étaient ou ailleurs à un moment donné, c'était inconcevable. Non, les enjeux de propriété intellectuelle, de confidentialité, de non-compétitivité, de non-concurrence faisaient qu'on ne pouvait même pas imaginer que quelque chose comme ça soit possible. Pourtant, moi, mon organisation, c'est ce qu'elle faisait. Je prenais des travailleurs dans une organisation, il n'y avait aucun contrôle où est-ce que je l'amenais après. Je ramenais le travailleur et pourtant, ça se faisait. Puis aujourd'hui, à l'époque, on travaillait 25 ans pour une entreprise. Aujourd'hui, on travaille 2 ans, 3 ans pour une entreprise. Les ressources circulent continuellement. Alors, pourquoi pas participer à ce mouvement-là? Pourquoi pas en prendre charge? Fait que là, ce qui s'est passé, puis là, on va rentrer dans mon processus d'innovation. Donc, l'idée 98, je parle martien. Je me dis, je vous ai dit tantôt, moi, je me suis spécialisée à Polytechnique en innovation technologique et entrepreneuriat. Le principe de l'innovation technologique, c'est que tu fais ça en cachette dans ton sous-sol, tu n'en parles à personne, tu es vraiment avec des murs de plomb. Bon. Alors, moi, je décide de faire un prototype dans l'organisation en 2005-2006 pour faire la démonstration à l'insu de mes clients en leur demandant un simple engagement. Je veux avoir votre planification 3 semaines d'avis. Et je vous offre une garantie de vous déployer une équipe juste à temps à 3 semaines d'avis. Sur 2 ans, 100 de livraison à temps d'équipes de travailleurs spécialisés à travers le monde, à partir du moment où j'avais l'engagement des clients. Et c'est comme ça que vous avez pu établir la preuve que partage automatisé fonctionnait. Mais ils ne comprenaient pas pareil. Là, je parlais chinois. Ah, ouais. Ça a marché, mais... Fait que là, j'ai dit, on va parler cash. Alors, j'ai fait la modélisation financière avec des entreprises américaines pour démontrer que c'était profitable pour les organisations de gérer avec plus de fluidité le mouvement de ces travailleurs au lieu d'aller en overtime ou au lieu de lester les travailleurs et d'embaucher à haut coût à travers les cycles. Et il y a une chose que j'ai compris, donc on fait la modélisation financière, ils comprennent, mais ils ne sont toujours pas prêts. Et la crise économique de 2008 m'a aidée, malgré que ça a créé une traversée du désert, parce que là, les entreprises à ce moment-là ont compris que s'ils avaient partagé des travailleurs, la crise économique leur ferait moins mal, ça leur aurait coûté moins cher d'avoir ces travailleurs-là, et aujourd'hui, elles pourraient espérer davantage retrouver les travailleurs, puisqu'elles les auraient en partage avec d'autres organisations, lorsque l'économie reprendrait. Et il y a une autre chose importante que j'ai appris à ce moment-là, c'est que l'innovation technologique, ce n'est pas comme l'innovation sociale et organisationnelle. Et PARC, c'est un projet en innovation sociale et organisationnelle. L'innovation technologique, tu fais ça caché. L'innovation sociale et organisationnelle, si tu veux qu'on protège ta propriété, ta maternité dans le projet, il faut que tu ouvres et que tu en parles. C'est étonnant, mais c'est ça. Et je me suis mis à en parler à des associations et des organisations réputées. J'ai eu, en 2011,
2010-2011, l'appui d'Aéro Montréal. Et en 2011, le gouvernement lançait le concours pour le 5e projet mobilisateur, qui était sous le MDEIE à l'époque, qui est devenu la MEIE, la MFE, qui est aujourd'hui le MESI. Bon. Et j'ai gagné le concours pour le 5e projet mobilisateur. Je proposais PARC, le partage automatisé des ressources dans des communautés. Donc, le partage de travailleurs. Le projet démarre en 2013. On essaie ça, le partage des travailleurs. Les entreprises ont encore peur. Il y a une chose qu'on apprend en génie de base, puis ça, c'est dans vos vies, là. Observe. Observe. Lance quelque chose, puis regarde. Qu'est-ce que ça fait? Alors, je travaille avec Bombardier, Pratt, Bell, Héroux, les grandes entreprises en aéronautique. On essaie de voir comment se partager des travailleurs. Elles ont toutes peur. Et à un moment donné, il y a une occasion, parce qu'on veut innover davantage. On réalise qu'on n'utilise pas à pleine capacité nos équipements de recherche. Là, je me dis... Les équipements, les équipements de recherche. Pas les rechercheurs. Exactement. Là, je me dis, un équipement de recherche, ça ne parle pas, ça. Ça n'a pas d'émotion. Ça ne vibre pas, ça ne dit pas de secret. On va commencer le partage d'équipements de recherche. Bon, j'ai caché dans la plateforme le partage des chercheurs. Mais, OK. Et là, les compagnies aéronautiques ont accepté. Ah oui, parce que d'avoir accès facilement aux équipements de recherche qui sont hautement subventionnés au Québec. Québec est une petite nation mondialement. On ne peut pas se permettre d'avoir des équipements de recherche et des expertises de recherche qui dorment au gaz, qui ne sont pas utilisés à pleine capacité. Alors, j'ai imaginé que si on facilitait l'accès à nos équipements de recherche, si on mettait en partage nos équipements de recherche, ça permettrait d'accélérer l'innovation. Je fais image. Oh, attends une minute. Avant de passer là, alors juste pour être précis, c'est-à-dire dès la conception de l'idée du parc et sa mise en application véritable, on parle de 10 ans. Oui. Minimum. Oui. Et vous n'avez jamais lâché. C'est-à-dire que moi, je crois au projet dans le sens où c'est pas une persévérance têtue. C'est une autre leçon. Okay? C'est pas une persévérance têtue, c'est pas une persévérance de l'ego. On s'entend, j'ai eu des traversées du désert plus qu'une. Et à chaque fois que je rencontrais une difficulté, j'essayais de faire le deuil rapidement de la situation pour ne pas être là dans l'ego, mais pour être là si le projet continuait à m'inspirer. Et il revenait, le projet. Le projet voulait, vous vouliez le projet. Et maintenant, nous sommes au CervoLab. Oui. On a déjà changé la diapo, merci. Expliquez-nous un peu la sortie ou le développement de l'idée CervoLab. Alors, c'est le premier spin-off. C'est mon bébé. Donc, je vous parlais de la plateforme numérique. Là, on s'entend, là, le projet dans lequel le gouvernement a cru en 2011-2012, c'est un projet de l'économie du partage. 2011-2012, on ne parle pas beaucoup de l'économie du partage. Le gouvernement a été visionnaire avec nous là-dedans. Ce qu'on proposait, c'était l'économie du partage entre des entreprises. Ce qu'on connaît aujourd'hui, Uber, Airbnb, c'est entre les consommateurs ou entre une organisation et son consommateur. Ici, ce qu'on propose, c'est l'économie du partage entre des organisations. Et donc, le partage des équipements de recherche a mené à notre première plateforme numérique qui s'assoit sur les principes de l'économie du partage. On se partage des équipements de recherche et des expertises de recherche. Son nom, c'est CervoLab. Mon bébé, en ce moment, est dans l'incubateur. Il est en test marché avec le CRIAC, qui est le Consortium de recherche et innovation aérospatiale du Québec. Et là, on est en train de tester le modèle d'affaires. On le met sur sa chaise haute. Est-ce que ça fonctionne? Et les premiers pas sont planifiés pour septembre. Alors... Et dans le cas de CervoLab, le partage va être entre qui? Parce qu'avant, on était spécialisé dans l'aéronautique. Oui. Maintenant, le CervoLab, c'est... Ah oui. Non, ça dépasse l'aéronautique, évidemment, déjà, parce qu'on a eu un premier projet de partage d'équipements d'essais mécaniques en aéronautique, mais déjà, ça dépasse. Les essais mécaniques, ça ne se fait pas qu'en aéronautique. On a un autre projet pilote qui s'est fait en fabrication additive. Fabrication additive, c'est quoi? C'est l'impression 3D, c'est les imprimantes 3D qui sont dans tous les milieux. Donc, je suis à peu près certaine que tout le monde sait ça. Et dans nos démarches actuellement, en génomique, ils sont intéressés. Au niveau financier, ils sont intéressés à partager des équipements. C'est multisectoriel. De toute façon, l'intention du projet, elle était multisectorielle.
mais on devait faire des tests dans un secteur contrôlé, tout simplement. Alors, vous avez déjà touché un peu cette question OSE, mais si on changeait la diapo, on peut venir à votre devise qui est OSE, O-S-E, avec des fois un autre E. Oui. Expliquez-nous votre devise OSE. Oui. Bien, on apprend ça en génie, je vous l'ai dit tantôt, observer, puis je vous le dis, c'est pas seulement là, dans votre vie de travail, c'est quand on lance des idées, il faut observer comment les choses se colligent, réagissent. C'est la base. Ensuite, on observe et il devient très clair les choses qui sont à améliorer. Alors, la première chose à faire pour moi, c'est systématise, stabilise, standardise les choses et ensuite engage-toi à les faire progresser. Et là, à OSE, je ne rajouterai pas un E, je rajouterai un R. Alors là, soit tu réussis, alors oser, ou relax, et recommence à observer. OK? Relaxe un peu. Tu as donné ton maximum, tu as observé, tu as donné ton maximum, tu t'es engagé. Relaxe un peu. Observe comment le système va réagir à ce que tu as lancé. Alors, Marie-Chantal, c'est un peu ce que vous allez faire avec CervoLab bientôt. Vous allez relaxer et observer? Ouais. J'ai accroché quelque chose? Boum, je sais pas. Oui. Ouais. Et avant de passer aux questions de la salle, peut-être avez-vous un petit mot pour les dirigeants et gestionnaires et ingénieurs qui sont ici et pour les femmes dirigeantes et entrepreneurs qui sont ici? J'ai aucun regret de la période de faillite que j'ai vécue. Aucun regret, au contraire. Ce que j'ai le goût de vous suggérer, c'est faites de votre travail votre terrain de jeu. Je trouve qu'on se prend souvent très, très, très au sérieux. Rappelez-vous quand on était petit puis qu'on jouait au Monopoly, on était dead serious. On voulait Avenue du Parc. Hein? On était prêt à bien... Non, j'allais dire des bassins, c'est pas vrai. Mais on était prêt à plein de stratégies pour l'avoir. On avait du plaisir. Il faut retrouver ça. Moi, ce que je vous souhaite, be all in, allez à fond. Que vous réussissiez ou non, vous allez gagner de toute façon. Faites de votre travail votre terrain de jeu, expérimentez-vous et osez. Merci Marie-Chantal. Merci à toi, Denis.